mais voilà, ça existe. En ce qui concerne 90% de la population, c'est-à-dire le peuple qui travaille, les serfs, il y a une pauvreté extrême et un habillement extrêmement rustique. Je pourrais vous montrer quelques images. Ben voilà. Après ça, voilà, avec donc voilà, toujours des formes de tuniques, les braies qu'on peut apercevoir sous la tunique du personnage de dessous, les chausses. Avec l'essor économique à cette période-là, on a des traces d'apparition chez les ouvriers et les paysans de linge de corps qui commencent à arriver, des vêtements de laine et des chaussures, donc qui sont des améliorations considérables pour la population. Et à partir de ce moment-là, on a des traces écrites qui montrent l'arrivée de ces objets-là dans les garde-robes des serfs. Donc voilà, du coup, là, il y a quelques images qui datent du 12e. C'est le piotier de Fécamp, toujours, de 1180. Voilà, donc là, on a un beau dessin des braies, justement. Voilà, et du coup, à cette période-là aussi, il y a un petit mouvement qui est que les braies qu'on a vues là vont commencer à raccourcir. Et les chausses qu'on voit donc à gauche en vert vont commencer à rallonger et vont prendre quasiment toute la jambe. Donc elles sont toujours séparées comme des bas en fait. Et on verra qu'elles se réuniront plus tard parce qu'il y a des critiques de déshonnêteté. Enfin, on a quand même l'entrejambe à moitié à l'air, donc c'est pas très correct. Donc on invente la braie qui est l'ancêtre de notre braguette. Voilà, donc là aussi on a les chausses. Là, elles sont, je crois, déjà reliées et elles vont s'attacher à une veste. Alors, j'arrive à l'événement majeur, l'apparition du costume court pour les hommes, qui va donc différencier complètement costume féminin et masculin. Il arrive par le biais du costume militaire. On portait sous les armures des vêtements matelassés et piqués, qui sont donc des protections assez épaisses. Et qui vont commencer à être portés comme vêtements de dessus et qu'on appellera pourpoint. Le pourpoint aussi, voilà, il y a un mouvement, il est porté dessus, ensuite il revient dessous, ensuite il revient dessus, enfin tout un jeu, mais n'empêche que on voit apparaître une silhouette complètement différente, puisqu'auparavant on a des hommes et des femmes en robe, on peut dire, et là on a une silhouette du coup qui est voilà, avec le haut et le bas du corps qui sont nettement séparés, avec les jambes qui sont moulées. Voilà, et ce qui m'amène à la fin du Moyen-Âge, où du coup, voilà, là c'est la société en pleine mutation et du coup une explosion de la transformation du costume. Donc avec le développement du capitalisme, il y a voilà, le développement du capitalisme marchand, les techniques de tissage et de teinture qui sont voilà, très perfectionnées, avec des nouvelles étoffes qui apparaissent, les velours, les satins, les taffetas de soie, des coloris nouveaux. Et surtout, oui voilà, du coup, bon, le rôle culturel et social de l'Église il va se transformer aussi. Donc voilà, il y a la disparition de ce costume uniforme au profit d'un costume plus individuel, on va dire. Voilà, il y a voilà, des nouveaux motifs qui sont introduits, notamment des motifs orientaux qu'on trouvera beaucoup à la Renaissance en Italie, ces motifs des floraux qui seront stylisés et qu'on verra sur pas mal de costumes après. Et du coup, voilà, ce costume court chez les hommes. Et du coup, là, avec l'apparition de ce costume court et en parallèle le développement de tissus beaucoup plus raffinés, de broderies, etc., le costume court masculin va devenir extrêmement chargé voilà, de décors. On le verra plus tard, notamment dans certaines cours, notamment en Bourgogne, où ça va être juste une explosion de mode invraisemblable qui limite préfigure un peu le baroque à venir. C'est assez impressionnant. Donc voilà, le costume qui jusqu'à présent était universel, impersonnel, va devenir particulier, personnel et national aussi. Chose qui du coup est
nouvelles, puisqu'on va voir apparaître des différences en fonction des régions. Avec voilà, des modes espagnoles, des modes italiennes, des modes de la cour de Bourgogne, des modes du Royaume de France. Et aussi, il y a, je vous montre un petit dessin, c'est l'apparition d'une nouvelle figure, c'est le dessinateur de mode. Ça, c'est Pisanello. C'est un projet de costume de cours. Et donc voilà, il va commencer à y avoir un certain nombre de dessins. Donc c'est pas des costumes qui ont a priori été réalisés, mais on en a un certain nombre. C'est comme le défilé des modes, c'est-à-dire ce sont des tendances. Voilà, c'est des tendances, des propositions éventuellement à adopter par les différentes cours. Donc voilà, avec une personne qui va commencer à s'emparer de la mode quoi, et à donner des tendances. Quoi. Il apparaît l'auteur, quoi, non comme dans la musique. Comme voilà, on a vu la peinture, la musique. Il apparaît l'auteur. Voilà, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà, donc là, on a aussi la mode des choses bicolores qui arrive, donc ça c'est assez marrant. Donc là, on est dans les menures du livre de chasse, donc on est au début du 15e, là, je reviens un peu en arrière après. Voilà, ça c'est un exemplaire de pourpoint qu'on a, qui est un objet qui existe physiquement, c'était le pourpoint de Charles de Blois, qui a priori est daté d'avant 1364. Donc ce genre de vêtement-là apparaît, donc là a priori plutôt comme vêtement de guerre, mais voilà, il est là et il est quand même assez orné, on voit les boutons, c'est un beau vêtement. Dans cette période-là, du coup, dans le costume féminin, on va apparaître le décolleté aussi, chose nouvelle. Le vêtement qui devient de plus en plus moulant aussi, et qui va, donc moulant du buste évidemment, qui va accentuer la cambrure des reins. Peut-être on peut voir un parallèle avec voilà, le développement de l'amour courtois, donc, du coup voilà, la figure de l'homme, la beauté de ses traits, etc., mise en valeur par le costume qui va épouser le corps. Ça c'est une statue de Charles V et Jeanne de Bourbon, donc on est 1388. Voilà, et l'apparition du corset, donc ça c'est Jean Fouquet, diptyque de Melun, donc on est 1450-60. Donc là le corset il est nommé comme tel parce que voilà, c'est la robe qui est fendue devant et lacée. Donc ça c'est les premiers exemplaires de ce qui après donnera les corps balénés et les corsets ensuite au 19e. Donc pour le moment il n'y a pas a priori pas de structure, mais voilà, petite nouveauté. Ça c'est Van Eyck, les époux Arnolfini, donc on est 1434, c'était aussi pour montrer que apparemment il y a une mode, et on retrouve ça dans d'autres tableaux, du ventre proéminent chez les femmes. Donc il était d'usage de se mettre des petits coussins pour avoir un petit ventre. Voilà. Ça passait derrière. Ah oui, alors bien plus tard, ça passe derrière avec les faux culs, la tournure, voilà. Mais on voit du coup de plus en plus, et on va le voir vraiment à la Renaissance, qu'on commence à vraiment un travail de structuration du corps humain par le costume, avec des volumes, avec aussi des structures, on verra après des structures de buste, par exemple, voilà, les premiers corps piqués qui vont maintenir le buste, donner un maintien, ou après voilà, des jupes qui vont être structurées aussi, des corps, des trucs très géométriques, donc qui est a priori voilà, bien en relation avec cette idéalisation du corps, l'idéal de l'homme. Et à la fois, cette triomphe sur le corps, non, cette victoire sur le corps. Ouais. Parce que, comme on dit depuis Ariès, quand il dit où on apprend à manger avec des couverts, danser, c'est-à-dire que cet désir très fort de maîtrise du corps, hein, c'est-à-dire que c'est là aussi le début de l'époque qui est maintenant fini avec la virtualisation. Hein, c'est-à-dire que tout à coup, ces corps-là sont des corps dans lesquels on oublie le corps parce qu'on commence à pouvoir modeler la chose d'après une pensée. Non, d'après une pensée, et ces corps-là mis en avant, ce n'est pas le corps réel, c'est le corps dressé, maîtrisé
C'est pour ça que les corsages commencent à apparaître, les corps rêvés, absolument. Non, c'est-à-dire que, et c'est là où on voit très clairement ce début du cycle que maintenant on finit, non, avec la virtualisation du corps, avec le corps augmenté, avec les corps virtuels, l'avatar et la création d'un avatar qui a des expériences en oubliant notre corps, n'est-ce pas? Et on voit bien là comment, c'est là où ça commence quand même, cette victoire de l'idée, c'est-à-dire cette victoire du virtuel sur le corps, avec ce désir très très fort dès que le corps ne dérange pas, quoi, que le corps ne fasse pas obstacle. Qui fait, bon, on voit bien en quoi ça fait écho aujourd'hui, non? Et puis oui, du coup, là, nous, on a terminé a priori cette grande période où c'était le costume qui modifiait le corps. Aujourd'hui, on est directement dans la chair, quoi. Je sais plus, il y a l'expression, on parlait de corset. Aujourd'hui, on peut parler de corset musculaire aussi avec le sport. Et le vêtement, maintenant, il épouse ça, mais il le met en valeur. Il ne va pas structurer. Un corps décorporisé. Non, le corps sportif d'aujourd'hui, c'est un corps qui veut montrer dans la performance qu'il est une machine. C'est cet idéal, c'est-à-dire cet idéal dont Besnier parle, l'idéal narcissique d'être une machine, qu'on le voit dans les hip-hop, on le voit dans certains types de danse, dans la mode, etc., de ressembler à une machine qui est performante, une machine qui ne se fatigue pas, une machine sans faille, non? Ou bien pas de corps, non? Ou bien carrément pas de corps. Sinon, il y a les performances, qu'on s'appelle la performeuse qui est française, celle qui s'est mise de... Orlan, voilà. Qui directement, c'est une autre version, c'est une version artistique, c'est une provocation, c'est mise en exergue de notre époque, mais qui est cette idée de, bon, voilà, c'est-à-dire, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, que c'est un tout petit peu ce qui fait peur dans la théorie du genre, la théorie du genre qui, dans certaines positions les plus extrêmes, radicales de la théorie du genre, les biologiques, on ne doit pas tenir compte, ne compte plus. C'est pas toute la théorie du genre comme ça, mais disons que celle qui est plus visible, puisque plus radicale, dit, voilà, les biologiques, on ne tient plus compte. Et Orlan, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, bon voilà, je peux modifier mon corps comme je veux, je fais mon corps une œuvre d'art. Et à la fois, on voit bien dans cette disparition de tout cycle naturel, c'est-à-dire les vieux doivent ne pas avoir des traces de vieillesse. Vous voyez, il y a une sorte de corps uniforme qui ne doit jamais raconter une histoire irréversible. Vous voyez, c'est-à-dire, la question c'est ça, il ne faut pas qu'il y ait d'histoire irréversible. Ça commence effectivement là, ça commence avec les costumes, non, qui racontent une histoire dégagée du corps, jusqu'à aujourd'hui avec l'idéal radical de vraiment se dégager du corps. C'est-à-dire les jours où on pourra mettre sur un disque dur notre conscience, notre histoire, etc. Non, bon. J'insiste un peu, mais parce que vraiment, là on le voit très très clairement, c'est début de ce que là est fini, non, et accompli. Ben, espérons qu'il n'est pas accompli. Donc là, on voit bien clairement la différence entre hommes et femmes sur cette petite illustration du roman de la Violette. Donc on est au milieu du 15e, on a l'apparition aussi de coiffures un peu étranges qu'on a nommées Hénin, mais encore une fois, visiblement, il y a de grosses controverses. Donc c'est le grand chapeau pointu avec un voile, là. Voilà, là, alors, ce qu'on avait appelé pigage précédemment, les chaussures avec des pointes démesurées s'appellent maintenant poulaines, et elles peuvent atteindre apparemment des proportions complètement folles. Donc c'est une mode qui est chez les nobles et elle se répand petit à petit. Évidemment, la noblesse essaye d'interdire ces chaussures aux autres classes comme privilège et comme démarcation. Et on a un allongement démesuré jusqu'au milieu du 15e et ensuite une disparition.
Et là, la mode des chaussures dites à pied d'ours, donc des pieds épatés et larges. Enfin voilà, une bascule comme ça, franche, assez étrange. Donc, voilà, Mais là, déjà, il y a un truc avec des recherches, des originalités, non? Ouais. Oui, puis on va le voir, il y a énormément de coiffes aussi qui se développent à cette période-là, très excentriques. C'était plus porté par les hommes? Les pigaches, plutôt par les hommes. Les poulaines, pardon, plutôt par les hommes. Là maintenant, il y en a, non? Tu as vu des mecs qui sont... Ah bah c'est on pourrait dire les sapeurs, mais bon, c'est pas aussi démesuré. Non, pas aussi. Mais voilà, oui. Mais ça veut dire aussi que tu n'as pas à travailler pour te gagner la vie. Tu vois, c'est vers les signes, c'est ça aussi. Dans le message, tu sais, j'ai pas, mais... On me sait lire les mains. Bah c'est ça, tout comme le costume ample et long va continuer à être l'apanage malgré tout de la bourgeoisie, ou en tout cas volumineux, parce que voilà... Pour les sapeurs, c'est pas pareil. Hein. Non, pour les sapeurs, c'est pas pareil. Non, on est d'accord. Et au niveau générationnel, parce que depuis tout à l'heure, on a très peu de... Enfin, que les adultes. Au niveau générationnel, c'est quoi? C'est la copie de tout ce qui était porté par les différentes classes sociales? Au niveau générationnel, les générations d'enfants. D'accord. J'avoue que la mode enfantine, il doit certainement, je pense, pour avoir quelques représentations en tête, qu'effectivement j'ai pas de tableau d'enfants, bien de me faire remarquer, mais par exemple le costume court il arrive aussi dans la mode enfantine, ça c'est clair quoi. Après des éléments plus excentriques, je sais pas, mais ce serait un truc à creuser aussi, ouais. J'avoue que... ça pose notamment la question, à quel moment l'enfant commence à exister quoi. Oui, ça c'est une question que... Alors si, il y a un truc, c'est que pendant assez longtemps, mais il me semble même jusqu'au 14e, 15e, les garçons, les petits garçons, et les petites filles aussi, du coup, continuent à porter la robe. Et puis, du coup, il doit y avoir un âge de bascule, alors je ne sais pas lequel. Mais ce que dit Pedro, c'est très important parce qu'en Italie, dans le travail qu'on fait avec la COP, il y a Teresa Longo qui est venue parler de l'émergence à un moment donné, qui est un peu plus tardif que ça, comme de l'enfance, non? Et aujourd'hui, la disparition de l'enfance. Non? C'est-à-dire que comment il va émerger l'enfance comme une préoccupation, comme quelque chose qui existe, avec comme toujours, pouvoir, savoir, structure de pouvoir et des savoirs associés. Et comme aujourd'hui, le néolibéralisme, la postmodernité est en train de finir avec l'existence de l'enfance. C'est-à-dire que jusqu'à cette période-là, il y a des enfants. Il y a des enfants. Et alors des enfants qui ont des valeurs, leur vie vaut différemment, qui s'habillent, vivent des moyens, etc., très différents. Et à un moment donné, quand on voit Dickens, chez Dickens, il n'y a pas d'enfance. Vous voyez, c'est-à-dire chez Dickens, il y a des enfants, mais il n'y a pas d'enfance. Comment va émerger à un moment donné l'enfance en tant qu'entité organique, réelle, avec des savoirs sur l'enfance, non, c'est très drôle, c'est savoir, comme il y a des savoirs sur Dieu, quand Dieu existe, dans une société où Dieu existe, comme il y a des savoirs sur les unicornes, n'est-ce pas, dans les sociétés où il y a des unicornes, et après ça disparaît, il n'y a plus. Et bon, tous les savoirs, vous voyez, pédagogiques, psychologie de l'enfance, je ne sais pas quoi, et comment tout ça, aujourd'hui, petit à petit, massivement, est en train de se tisser. Il n'y a plus d'enfance. Il n'y a plus d'enfance parce qu'effectivement, il y a la pédagogie des compétences, c'est-à-dire que d'après où tu nais, comment tu nais, avec qui tu nais, tu apprends des compétences pour survivre. Vous voyez, c'est-à-dire que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que cette entité organique qui est l'enfance, aujourd'hui pour aujourd'hui, n'existe plus que dans nos milieux, quoi, dans les milieux petits bourgeois, des trucs comme ça, dans lesquels on garde encore cette idée d'enfance. Mais même l'éducation nationale finit avec l'enfance parce qu'il faut apprendre des compétences à des êtres qui n'ont plus cette unité-là. Et avec les costumes, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que l'enfance va apparaître peut-être dans la mode quand l'enfance apparaît. Sinon, ça devait être un tout petit peu des dérivés de ça pour chaque classe, chaque caste, non?
Mais ouais, c'est vrai que là, dans tous les tableaux, les représentations picturales que j'ai pu traverser dans les recherches, j'ai pas d'image d'enfant en tête. Et effectivement, on voit beaucoup de nourrissons accrochés oui, après, il y a en mailloté. Oui, après, voilà, il y a les nourrissons en mailloté. Et c'est au XVIe siècle que la représentation des enfants apparaît en art. Au XVIe siècle, elle a éclaté. Et c'est les enfants qui sont habillés comme les adultes. Oui. C'est marrant parce que dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, tu as des représentations d'enfants habillés dans des costumes d'époque et très, très lointaines. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, du côté de certaines cultures orientales, ou même... chez les Indiens, chez nous. Oui, voilà. Chez les Indiens, chez nous, effectivement, il n'y a pas d'enfance, mais les enfants ont une représentation, c'est-à-dire en mode... Voilà. Alors j'avance un peu dans les images. Bon, ça c'est deux tableaux, c'est des primitifs flamands qui représentent quelques modes de la cour de Bourgogne, avec deux portraits de femmes, avec des coiffures comme ça qui vont se développer. Alors, dans cette période-là aussi, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'il y a l'apparition d'un vêtement qui s'appelle la houppelande, qui existe autant pour les hommes que pour les femmes. Je vais vous montrer un exemple masculin là. Et qui aurait peut-être, donc en parallèle de l'apparition du costume court pour les hommes, peut-être été provoqué par comment on appelle ça, les couturiers qui menaçaient un peu de ruine par la disparition des vêtements longs, puisque du coup, plus d'étoffe, plus cher. Donc voilà, c'est une supposition, mais en tout cas, il y a ce vêtement qui se répand pas mal et qui devient donc le vêtement de dessus officiel. Donc voilà, on a des exemplaires féminins et masculins. Donc là, on est au 15e. Voilà, donc ça, c'est les très riches heures du duc de Berry. Avec, là, on voit des espèces de petits arrondis sur les manches. Ça, c'est une mode qui vient d'Allemagne, qu'on appelle mode des déchiquetures. Il y a une diffusion de cette mode en France, en Angleterre, en Hollande. Donc là, on est toujours au 15e. Là, on est en Hollande, la statue d'un comte de Hollande. Ça, c'est une tapisserie, l'offrande du cœur. Donc, on est en plein dans l'amour courtois. Ouais. Voilà, j'avance un peu. Bon, ça, c'est les choses. Ça, c'est les fameuses poulaines dont on a parlé précédemment. Pisanello, voilà. Le chaperon dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était la capuche accrochée à la cape et qui se transforme en véritable coiffe, avec toutes sortes de formes. Donc là, on voit tableau de Botticelli de 1471. Juste un truc important aussi, c'est qu'avec l'ouverture vers l'Orient, il y a un vêtement qui apparaît, qui est le caftan, et qui est donc un vêtement ouvert devant. Ça aussi, c'est une grande nouveauté dans l'histoire du costume. Et du coup, donc là, on voit les motifs, décors floraux qui vont être vachement utilisés à la Renaissance italienne. Là, on est en Allemagne, donc avec des choses, c'est un costume masculin bicolore. Là, on est à Venise, donc on voit apparaître aussi la mode, la mode des crevés, donc ces espèces de trous, de lacérations dans les manches par exemple, ou dans les culottes aussi. On va voir apparaître la chemise. C'est intéressant parce que dans l'histoire de l'hygiène et de la propreté, à cette époque-là, on ne se lave pas. Mais par contre, la propreté, elle va être exposée par le linge et par la blancheur du linge. Et du coup, c'est crevé, et après on le verra dans l'histoire, il y a des faux cols, des poignets d'une blancheur immaculée qui vont raconter la propreté et éventuellement les rangs aussi dans la noblesse. Là on est en Espagne avec des coiffures étranges sur les têtes des femmes, coiffures dites en pain fendu. Et là aussi en Espagne, première arrivée de ce qui s'appelle à l'époque le verdugado. Donc on voit la jupe de la femme là qui est comme avec des cerceaux,
ce qui est donc voilà, l'ancêtre du Vertugadin qui va donner après toutes les structures de bas, de corps pour les femmes. Donc après on aura la crinoline, la tournure, etc. Et donc voilà, ça c'est une première arrivée. Donc là on est, je sais plus, l'école catalane 1470. Voilà, donc là on est en Italie, on voit bien les motifs, le petit bourrelet de ventre aussi peut-être. Et voilà la cour de Bourgogne dont j'ai parlé tout à l'heure. Juste un dernier mot pour dire que dans cette période, donc il y a voilà, un gros développement de la mode, et notamment dans les cours. Il n'est pas forcément lié aux mêmes raisons. En Italie, on va voir qu'il est plutôt économique, parce que du coup il y a un grand développement de l'industrie textile. À la cour de Bourgogne, on va voir que c'est vraiment un choix politique, et surtout dans le costume masculin, avec des vêtements, des formes assez étonnantes. On voit voilà, une silhouette qui émerge, qui est très étrange, quoi. Voire même asymétrique, des choses comme ça. Donc là, voilà, on est à la cour de Bourgogne, Isabelle du Portugal. Donc là, on est au milieu du 15e. Voilà, aussi Philippe le Bon. Donc voilà, c'était Philippe le Bon, pardon, j'ai pas dit. Philippe le Bon en tenue de chevalier. Voilà, Marie de Bourgogne. Donc on va avoir un développement des parures, la finesse, les perles, etc. Et là, on est en Italie. Avec donc les grandes familles italiennes. Ça c'est la femme du duc de Milan, donc la Visconti. Donc c'est au 15e, 1460. Donc voilà, ça c'est son mari. Et voilà, des peintures de Vinci. Donc voilà, on voit à travers ces différents exemples-là des modes en fonction des endroits, les crevés, voilà, des nuances. Vous prenez le Manuel Valls de l'époque, 5 photos avant. Lui là. Non, un petit peu avant, un groupe, là, il est habillé tout en noir. Là. Voilà. Ouais. C'est Philippe le Bon. Ok. Voilà, donc ouais, avec des formes, voilà, le capuchon, le chaperon qui est une coiffure. Donc ça c'est Henri IV, donc petit à petit avec François Ier, pardon. Bon, on va faire une pause. Voilà, je finis juste les images. On s'est allégé. Voilà le costume court donc des hommes, le fameux pourpoint qui va prendre des proportions exubérantes, notamment chez les rois, les seigneurs, les crevés, voilà, les diverses. Là aussi on a des crevés, donc la chemise qui apparaît un peu partout. Ça c'est Marguerite d'Angoulême, donc la sœur de François Ier. Voilà, donc là c'est Henri VIII. Donc, et là on voit apparaître aussi un truc qui est assez rigolo, c'est la braguette qu'on voit bien là au milieu, qui devient complètement proéminente. Donc une espèce de parure masculine extrêmement virile. Les épaules. Voilà, les épaules gigantesques. Voilà, ça c'est Anne de Clèves. Là on a Charles Quint à gauche, Maximilien de Habsbourg au milieu et l'archiduc Ferdinand de Tyrol à droite. Donc voilà, on voit des petites évolutions, les coques, la culotte. Donc du coup, oui, j'ai pas dit que les braies donc, se sont transformées en haut de chausses, puisque les chausses, donc par opposition, sont devenues bas de chausses. Elles ont remonté de plus en plus, se sont rejointes, et la culotte commence à prendre d'autres formes. Voilà. Là, ça c'est le portrait d'un marchand allemand. Donc là on voit bien des tissus voilà, plus soyeux, plus fins, qui vont épouser le corps différemment. Et ça c'est assez intéressant, c'est un banquier allemand qui a fait une autobiographie par ses vêtements. Donc on a tout un tas d'images, des descriptions où il raconte voilà, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il porte. Donc là on est en 1524. Non, ça c'est 1521. Là, on est en 1524, donc voilà, on voit des évolutions de chemises, de culottes. Et je finis par Bruegel l'Ancien avec le pays de Cocagne, puisque du coup, voilà, avec
costumes plus populaires. Donc on voit là que effectivement les transformations des braies et des chausses arrivent aussi malgré tout dans les couches inférieures de la société, avec les choses qui se sont rejoints, avec la braguette, on la voit mieux là. Voilà, mais bon, un costume qui reste quand même, qui évolue pas non plus énormément, quoi. Voilà, ça c'est toujours Bruegel l'Ancien. Donc là, on est au milieu du 16e pour ces 3 tableaux-là. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. Bon, merci beaucoup. Alors, avant de faire une pause, je voulais juste dire, on voit bien à la fin donc, cette différenciation radicale entre la masculinité et la féminité, c'est d'ailleurs très très importante, hein. Mais toujours dans la négation du corps, comme dit Marie, c'est-à-dire ce qui est propre est les vêtements, hein. Les corps, non. Et dans tous les cas, aucun de ces messieurs, dames-là avait idée de façonner son corps, vous voyez, c'est-à-dire d'avoir un corps qui ressemble à l'idéal. C'est-à-dire, au contraire, toute préoccupation pour le corps était très mal vue, hein. Et bon, voilà ça. Et sinon, juste comme ça, quelque chose que Marie me disait l'autre jour, je ne savais pas, je suis allé regarder. Que, vous savez, en Corée du Nord, et pas apparemment, ce que tu as raconté l'autre jour, qu'en Corée du Nord, apparemment, jusqu'à peu de temps, il y avait pour les hommes 3 coupes de cheveux possibles, et que depuis peu de temps, il y a une seule coupe de cheveux possible. À mon avis, c'est très très important, par rapport à la question centralissime de l'esthétique, hein, comme vraiment la question des formes, la question des porcs, la question de la discipline, tout ce qui exprime l'esthétique dans le sens le plus profond, hein. C'est-à-dire pourquoi en ces moments, vous voyez, moi je vois effectivement un parallèle entre la recherche dans l'islam, vous voyez, une uniformisation de la tenue, en Occident, au contraire, c'est-à-dire exalter cette déterritorialisation totale dans laquelle on peut faire ce qu'on veut, etc. Et dans les vieilles dictatures staliniennes qui restent tout à coup comme une sorte de réaction, vous comprenez? C'est-à-dire que quelle étrange préoccupation non compréhensible, visiblement pour les bureaucrates staliniens qui donnent l'ordre, hein, c'est-à-dire lui il n'est pas au courant du tout de pourquoi il fait ça, mais pourquoi est-ce que cette idée va émerger, vous voyez, en Corée du Nord en ces moments dans lesquels ça ne tient plus, il dit il faut quand même maîtriser la forme, vous voyez, c'est quand même pas rien, que voilà, ce bureaucrate stalinien qui tout à coup dit 3 coiffures différentes pour les hommes, non, une coiffure, non. Et une toute petite chose, bon, pour en revenir, c'est-à-dire c'est... ah oui, tu n'es pas venu à la maison finalement, non. Et parce que, effectivement, c'est les Yamana, les trucs, dans la terre du feu, et à Ushuaia, dans le sud de l'Argentine, que c'est le sud, c'est le pôle, hein, c'est déjà le début du pôle, on est à quelques kilomètres du pôle. C'est pour ça que c'est drôle quand tu dis tu viens du sud, c'est la chaleur, quoi. Non, parce que c'est un peu trop au sud, c'est les pôles. Et au fait, chez nous, toutes les tribus indiennes, on a tenté de les exterminer. Et il n'y a eu presque aucune vraiment exterminée. De toutes, il reste des gens et qu'ils sont toujours là, etc. Les seules tribus indiennes, la seule qui était absolument exterminée, il y en a 2, les Ona et les Yamana. Les Yamana, on n'a pas voulu les exterminer. Au contraire, on a voulu les protéger. Et comment par rapport à l'habillement? Il s'avère que les Yamana étaient une tribu qui vivait sur des canoës. Et il y avait des toutes petites tentes de paille comme ça qu'ils faisaient de temps en temps pour aller, après à nouveau dans l'eau. Ils étaient sur des canoës, on parle du pôle, presque pôle, hein, et ils se mettaient des graisses de phoque sur le corps, ils étaient absolument à poil, et ils plongeaient, ils montaient sur les canoës, ils plongeaient. Bon, les curés sont arrivés, c'était des curés très gentils, et ils ont dit, mais bien entendu, nous on ne veut pas vous exterminer, on veut simplement que vous n'offensiez pas Dieu avec l'effet d'être à poil. Ils les ont habillés. Vous imaginez que les gars
une fois qu'ils étaient habillés, ils tombaient dans l'eau glacée, ils montaient, ils tombaient dans l'eau glacée, ils sont tous morts. Vous voyez? Et non, c'est-à-dire, cette idée, là, on n'a pas voulu les exterminer, on a voulu juste les habiller. Vous voyez, juste les habiller. Donc, et ça fait un tout petit peu l'Occident, non? L'Occident rationaliste, athée militant, qui veut déshabiller les femmes arabes, mais pour leur bien. Vous voyez, c'est-à-dire parce que s'ils portent un voile, c'est certainement très mauvais. Vous voyez, et on voit bien comment, effectivement, l'histoire de l'habillement est quelque chose d'intéressant. Bon, il y a des questions comme ça, mais par exemple, parce que dans les textes classiques du taoïsme, tu vois, par exemple, il y a toujours une critique à ceux qui essayent de s'habiller, et il y a un truc sur le hurler. Tu vois, c'est-à-dire quand est-ce qu'apparaît l'hurler, tu vois, ce sont des choses qui visiblement sont très très intéressantes, non? Et dans les textes taoïstes, dans les Huainanzi, non? Il y a, je les prononce avec l'accent de Chine du Sud, et il y a toute une critique récurrente à mettre des parures visibles, mais ça commence, la critique commence avec ce que tu as dit, l'arrondi, non, les arrondis comme ça, et l'hurlet. L'hurlet, pourquoi est-ce qu'on met un hurlet? C'est-à-dire, c'est déjà, on essaye, vous voyez, c'est-à-dire, on essaye de maîtriser ce qu'on devrait laisser dans un non-agir. Vous voyez, il y a un truc. Bon, merci beaucoup, Marie. Ce que je vous propose, c'est de faire là une pause pas trop longue. Courte pause. Une courte pause, voilà. Et après, on peut faire deux choses. Si vous voulez, on reprend un peu avec Marie, ou sinon, on commence avec Nicolas. Et voilà, c'est comme vous voulez, vraiment. Oui, s'il y a des choses qui vous font écho là, dans le deuxième temps de la pause, on peut revenir sur des trucs que Marie a pu ouvrir. Et puis voilà, on peut démarrer comme ça. Il n'y a aucun besoin de remplir les programmes, quoi. Bon, merci beaucoup, Marie. Merci. Bon, on se voit dans 15 minutes, on dit, d'accord. Donc, alors, on peut recommencer. On peut reprendre. Un peu par rapport à ma. Oui, les absents vont reprendre en cours. C'est pas l'absence, c'est celui qui est là. C'est là-haut. Ah oui, Fellini n'est pas là. Le filmographe. Le filmographe. Alors. Bien. Non, mais on peut commencer gentiment par rapport à l'exposé de Marie. Alors, Pedro a une intervention. Il y a une expression qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure, c'est quand on dit la vie ne fait pas le moine. Ça va revenir comme ça. C'est vrai que là, tu as défini des choses où manifestement il était question, il a été question depuis toujours de classifier les individus par classe sociale, par ordre, etc., par hiérarchisation finalement de l'être humain. Mais il y a toujours ce proverbe populaire qui est là, qui nous rappelle que c'est pas la vie qui fait le moine. Donc, comme quoi... mais il faut ajouter aussi que la vie ne fait pas le moine, mais il y contribue. Ouais. Oui, après on ajoute. Ce proverbe-là, c'est un... Je ne saurais plus dire la date exacte, mais il est justement en lien avec cette question habit religieux ou habit laïque. Justement, dans cette controverse, est-ce qu'on doit être habillé différemment ou pas? Alors, alors je ne sais plus qui a dit ça. C'est un pape, je ne sais plus, j'ai noté quelque part, mais je ne sais plus. Mais du coup, alors je ne sais pas comment cette expression, justement, elle a évolué dans le temps, puisqu'elle est assez ancienne. Non, dans tous les cas, c'est sûr que ça au parle... théâtre, en tout cas, l'habit fait le moine. Oui. Oui, mais la vie fait le moine par rapport à quelque chose qui n'est pas non plus seulement les comédiens, donc qui est l'émergence de quelque chose... Oui, ça dépend si on parle de personnage ou pas. Ouais.
Non, dans tous les cas, la vie ne fait pas le moine, c'est quand même interprété tout à fait dans le sens anti-moderne de ne croyez surtout pas que parce que vous pouvez vous habiller comme ci ou comme ça, que vous pourrez évoluer vers quelque chose. C'est-à-dire c'est un truc anti-évolution, non pas anti-évolution de Darwin aussi à la fois, non mais bon, c'était pas le problème pour le moment. Mais l'idée de que vous êtes ce que vous êtes. C'est-à-dire cette idée aristocratique que, bon, moi j'illustrais dans les cas typiques des rois Arthur. Le roi Arthur, il retire Excalibur de la pierre parce qu'il est le roi Arthur. C'est pas parce qu'il fait des muscles de 5 à 7 tous les matins, n'est-ce pas? C'est-à-dire, même dans l'histoire, c'est très important le fait que le roi Arthur, il est tout fluet, qu'il est tout petit, et qu'il y a des gros costauds qui essaient d'extraire, que c'est cette idée quand même qu'il y a un ordre dans l'univers, et que cet ordre de l'univers qui est dans le Moyen-Âge tardif, là, reste quand même analogique, hein, quand on faisait les différentes ontologies. Et alors, dans cet ordre analogique, il y a un ordre de l'univers. Cet ordre-là de l'univers s'est reproduit dans chaque corps, dans chaque situation. Et ce qui s'est passé là, c'était que, voilà, le roi Arthur n'occupait pas la place qui lui revenait de toute l'éternité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a depuis toute l'éternité, il y a une sorte de métaphysique du rôle qui est nécessaire pour que l'univers tienne le coup. Et c'est pour ça que le péché est un péché qui atteint l'univers, atteint l'ordre de l'univers. Et je vous avais conseillé de voir les films de Buñuel, L'Ange exterminateur, hein, parce que là, Buñuel, il met en scène. Je n'ai pas lu beaucoup qu'est-ce qu'il a dit lui sur l'Ange exterminateur, mais en tous les cas, c'est très clair qu'il met en scène quelque chose comme ça, hein, c'est-à-dire une faille dans l'ordre de l'univers. Hein, et alors sont condamnés à répéter, ils ne peuvent pas sortir de la situation. Vous vous rappelez, je vous ai raconté un tout petit peu, bon, c'est un dîner à Madrid, non, dans la haute bourgeoisie madrilène, et tout à coup, au moment de partir, les convives ne peuvent pas sortir. Mais pas parce qu'il y a un mur, ils ne peuvent pas sortir, ils arrivent à la porte qui est ouverte et ils reviennent. D'abord, ils reviennent avec des excuses, en disant « Ah bon, je vais rester un peu plus ». Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas sortir. Jusqu'à que quelqu'un dit « Bon, il y a eu une faille ici, dans le dîner, il y a eu une faille. Il faut quand même refaire les dîners pour voir où est la faille. » Et quand ils refont les dîners, voilà, au bout d'un moment, ils peuvent sortir. Et c'est très très intéressant, ce film, ça mériterait tout un travail parce qu'on ne peut pas tout reproduire parce qu'il y a eu un mort, mais ça montre comment l'éternel retour inclut les changements, n'est-ce pas, contrairement à ce qu'on croit. Une grosse faille. C'est dingue, les gens tapent à la porte pour venir. Et ils ne vont pas pouvoir rentrer. Ils font la musique. Ah non, c'est la grosse caisse. Bon, alors la vie ne fait pas le moine, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est au début de quelque chose qui finit aujourd'hui. Non, il y a quelqu'un qui tape. Hein. Non, c'est la musique. Non, c'est la musique. Là, c'est la grosse caisse. Mais alors, c'est vraiment un batteur très... débutant. Quand on croit que tu frappes à la porte... Il apprend. Bon, voilà, donc c'est par rapport à ça, hein, c'est-à-dire, nous voyons bien aujourd'hui, dans ce que j'essayais de dire avec les hipsters, ou peu importe, vous savez, il y a cette canaille, Michel Maffezoli, qui est l'idéologue réactionnaire de la postmodernité, qui parle des tribus, vous voyez, et qu'on est dans une époque dans laquelle chacun appartient à ses tribus, c'est une liberté totale, n'est-ce pas? Et de ce qu'il dit, c'est une grosse canaille, vraiment, parce que c'est une horreur, cet homme, ce qu'il représente, lui, le pauvre. Il dit, voilà, aujourd'hui j'appartiens à la tribu Nike, demain j'appartiens à la tribu je sais pas quoi, vous voyez, cette déterritorialisation totale dans laquelle il n'y a plus aucune antériorité.
plus aucune intériorité. Alors pourquoi c'est un canaille, c'est pour un mec... D'un côté, là, ce que tu dis, c'est l'ordre du totem. La marque Nike, ça ressemble au totémisme. Si, mais c'est un totémisme tout à fait déterritorialisé dans tous les cas, non? C'est-à-dire ça imite. Il n'est pas très coincé. Ça imite, c'est-à-dire non, c'est-à-dire on n'est pas... Non, mais pourquoi c'est une canaille totale cet homme? Ce qu'il dit, c'est parce que vous comprenez que pour la petite bourgeoisie, pour la bourgeoisie, les mondes est notre terrain de jeu. Vous savez, c'est ce qu'ils disent, ces nouveaux barbares des écoles de commerce, non? Ils disent, les mondes est mon terrain de jeu. Et effectivement, aujourd'hui, j'appartiens à la tribu On the Road Again avec des jeans cassés, demain à la tribu Nike. Mais la traduction pour les 90% que tu disais, c'est le peuple, effectivement. Pour les 90% restants, ça signifie que tu dois être délocalisé, que tu dois accepter de mourir, que tu dois accepter de crever la faim, que tu dois accepter de ne plus avoir de retraite. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette liberté joyeuse qui évoque Maffesoli, la seule traduction de la liberté joyeuse de Maffesoli est l'esclavagisme généralisé pour toute la population. Parce que vous comprenez que les tribus nomades fantastiques de France Télécom, je ne sais comment ça s'appelle, puis, je ne sais rien, toutes ces merdes-là, je ne connais même pas les noms, non, je veux dire les portables, non, tout ça. La liberté magnifique de toutes ces tribus nomades s'arrête exactement au centre de rétention où les métèques ont voulu quitter leur terre. Hein? Parce qu'attention, hein, c'est-à-dire... donc, vous voyez, il y a quelque chose là que, par rapport à ça, l'habit fait le moine, fait le moine. Voilà. Dans les mondes où il n'y a plus de moines, il n'y a que d'habits, vous voyez, dans ce monde-là, d'une liberté totale, on est tous esclaves. Hein? Parce que la vérité, c'est que même Maffesoli n'est qu'un esclave de luxe là-dedans. Vous voyez, c'est-à-dire... mais on est tous esclaves. Il ne reste pas beaucoup de générations possibles d'esclaves du genre Maffesoli. Ce sont les écoles de commerce des écoles de commerce, bien sûr. Qui ont dézingué la Plessis, par exemple. Bien sûr, mais les écoles de commerce, ce sont les écoles de fabrication des idéologues métaphysiciens absolument croyants dans l'existence de la macroéconomie comme une réalité, etc., et qui croient profondément que toute territorialisation, tout endosquelette doit disparaître au nom d'une fluidité joyeuse totale. Hein? C'est-à-dire que, je sais pas, chaque fois qu'on entend quelqu'un issu d'une école de commerce dire « le monde est mon terrain de jeu », ben on entend Attila, quoi. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec je n'ai peut-être pas bien compris. L'interprétation de la vie ne fait pas le moine. Parce que si j'ai bien compris ce que tu as dit, la signification c'est que on est dans un état de toute éternité d'un point de vue métaphysique, et que donc si on est fait pour être moine, on est moine, et si on n'est pas fait pour être moine, on ne peut pas le devenir même si on prend la vie. Je ne crois pas que ce soit ça du tout. Non, c'est-à-dire une tentation de résistance à la postmodernité fluide, maffesolienne, etc., néolibérale, une tentation est un repli aristocratique, entre guillemets, n'est-ce pas? De dire on ne peut pas tout changer, c'est Civitas, hein, chez les cathos, non? Civitas, vous savez, le mouvement d'intégrisme catholique. Hein. Bon, effectivement, d'un point de vue aristocratique ou d'un point de vue réactionnaire catholique, la vie ne fait pas le moine. Tu es né moine et tu ne peux rien changer, n'est-ce pas? Mais est une réaction face à la fluidité déterritorialisante de la postmodernité. Non, je ne dis pas que c'est soit ma position. Je dis simplement qu'effectivement, il y a là, dans la vie ne fait pas le moine, comme le dit Marie, apparaît à un moment donné dans lequel effectivement la vie commence à prendre une importance
par rapport à l'essence. On disait, il va apparaître cette préoccupation, la forme et les fonds, n'est-ce pas, qui est une préoccupation qui dans l'aristocratie ou dans les peuples, disons, non modernes, n'existait pas. Moi, de ma part, effectivement, je ne pense absolument pas que la réponse ou la résistance au néolibéralisme postmoderne soit le retour à l'aristocratie métaphysique dans laquelle chacun a sa place. Non? Mais c'est vrai que les gros défis pour la gauche aujourd'hui, c'est que nous sortons de quelques siècles dans lesquels le progressisme et après la gauche voulait dire on peut tout changer, à une position dans laquelle la gauche doit dire on ne peut pas tout changer. Et c'est pour ça que j'ai parlé de José aujourd'hui. Parce qu'effectivement, les défis de la gauche, c'est de dire non, attention, tu vois, dans le cas des OGM, c'est clair et net, tu vois, dans le cas des OGM, Pierre-Marie Bouillon et d'autres, tu vois, ils travaillent. Là, par exemple, les faucheurs volontaires, non? Ils m'ont demandé de faire un laboratoire pour travailler avec eux, pour essayer d'avoir une sorte de pépette, non? Plus ou moins rationnelle, à peu près scientifique, pour dire quel est le socle sur lequel ils s'appuient pour s'opposer aux OGM. Bon. Qu'est-ce qu'on cherche? La vérité, ce qu'on cherche, c'est à dire pas tout est possible avec la manipulation génétique. C'est absolument un contre-emploi de la gauche historique. Tu vois, dans la gauche historique, la caricature est Lysenko, mais dans la gauche historique, justement, la gauche, c'est peu importe d'où tu viens, l'important c'est où tu vas. Non? Tout le monde peut faire des muscles et donc arracher Excalibur quelque part. Et aujourd'hui, être de gauche signifie dire pas tout est possible, c'est pas vrai qu'on peut délocaliser tout le monde, c'est pas vrai qu'on peut faire. Non, tu vois, c'est ça c'est ça l'enjeu. Et le problème, c'est qu'effectivement, là-dedans, il y a tous les intégristes qui disent non, non, bravo, pas tout est possible, mais au nom d'une métaphysique. Il y a un truc quand même, la déterritorialisation actuelle, c'est quand même quelque chose qui est vrai, mais extrêmement, d'une façon extrêmement minoritaire. C'est atavisme, enfin je sais pas, c'est un certain nombre de gens comme ça qui peuvent se promener parce qu'ils ont les moyens. Non, mais ça, c'est pas la déterritorialisation. La déterritorialisation, c'est. Actuellement, comment dire, il y a une territorialité des gens qui travaillent. Ils ne peuvent pas faire 15 000 km par jour. Ils peuvent faire 15 km, oui, mais pas 15 000. Bah, c'est pour ça que les corps ont des limites. Les problèmes, c'est que. Non, mais là, c'était pour revenir sur un truc beaucoup plus classique, qui était la théorie économique. En général, la théorie de l'individu informé. Sauf que dans la réalité, la seule chose que font les dominants, c'est un facteur extrêmement important pour eux de cacher de l'information ou justement d'être informé par des moyens qui sont archaïques, qui sont féodaux. C'est parce que tu tiens des gens que tu étais mieux renseigné. Si, je crois qu'il n'y a pas que ça. Comme toi, par exemple, tu étais excellent pour renseigner un capitaliste. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Peut-être qu'il y a ça, mais il y a une autre chose aussi. Il y a que si tu peux brancher tout le monde sur l'information communicable de façon codée, tu rends tout le monde impuissant. Oui. C'est-à-dire que les gros pièges, parce que quand j'avais écrit le bouquin, tu te rappelles il y a longtemps, avec Florence Aubenas sur la fabrication de l'information, à peine on avait touché ce sujet-là. Si aujourd'hui il faudrait faire ce travail-là, la vérité c'est que les gros pièges liberticides aujourd'hui passent non pas par censurer l'information, passe par que la seule source des rapports au monde soit l'information.
et qu'il n'y ait plus aucune source de transmission directe dans laquelle donc tu es dans l'impuissance totale parce que rien ne vient d'une information situationnelle. Tout vient, tu vois, je pense les GPS, et la mère de la téléphone portable par exemple, c'est l'exemple magnifique. C'est-à-dire, toi tu dis où je suis, et tu vas dans un satellite pour les gens de notre génération, je ne sais pas si tu es aussi vieux que moi, mais là pour ma génération, et un satellite c'était, c'était les Sputnik, les satellites. Et alors, toi tu dis, comment je fais pour aller au tabac les plus proches, et c'est un satellite, tu vois, qui va te dire, les Marlboro, tu vas les acheter, il y a à 300 mètres, il y a un Marlboro. Tu vois, bon, donc tu imagines qu'est-ce que signifie comme... bon, alors la déterritorialisation signifie ça, signifie le fait de ne plus avoir aucune information situationnelle, donc de transmission, d'expérience, et je pense que les modes de domination les plus efficaces, je suis convaincu qu'au Corée du Nord, il doit y avoir des centaines de milliers au moins de gens qui sont informés parce qu'ils s'arrangent pour être informés, tu vois. Mais c'est gourd, les Coréens du Nord, parce que ce qu'il faut, c'est au contraire faire comme ici, que tout le monde soit surinformé et que tout ton savoir, il soit un savoir déterritorialisé d'information. Là, tout le monde est impuissant, tu vois. Moi, tu vois, je ne suis pas très sociable, tu vois, mais de temps en temps, quand je ne peux pas faire autrement que de dîner avec des gens, c'est systématiquement, à un moment donné, tu vois, ils te disent et les astres écologiques, et les astres démographiques, et quoi faire? Tu dis, bon, foutez-moi la paix, quoi faire, tu vois. Mais les gens sont informés, et parce qu'ils sont informés, ils peuvent rien foutre. Moi, je t'assure, Pedro, il a vécu sous une dictature. On n'avait pas besoin d'être informé pour prendre les armes contre la dictature, tu vois. C'est-à-dire, il y avait une expérience là. Tu vois, et au contraire, tu vois, c'est-à-dire ceux qui restaient à s'informer, ils sont passés toute la dictature en train de s'informer. Tu vois, donc il y a là quelque chose, mais la déterritorialisation, ça ne signifie pas que quelqu'un voyage. La déterritorialisation signifie qu'à ton enfant, on enseigne des compétences utiles, que les corps doivent se déplacer pour survivre, que plus personne puisse suivre son affinité élective dans la vie. La déterritorialisation signifie cette décorporisation. Et quand tu dis effectivement, mais les corps résistent, eh bien, il faut faire très attention. Parce que les corps augmentés sont les corps qui ne résisteront plus demain. Tu vois, par exemple, si toi tu dois mettre 200 000 Chinois dans une région pourrie, polluée, tu vois, si par génie génétique tu arrives à, on croit, hein, à modifier les gènes à travers lesquels ces cancers-là se développent, c'est le projet, c'est le projet actuel hein, qui se développe. Donc, je te modifie la population et je continue à polluer. Tu vois, c'est ça les projets actuels en route. Donc, c'est pour ça que le théâtre, la danse. Pourquoi le théâtre, la danse? Parce que les corps sont là. Mais attention, parce qu'il ne suffit plus que les corps soient là. Puisque les corps augmentés, c'est les corps pour lesquels, en principe, tout est possible, non? Y compris ça, c'est-à-dire, si le mec va crever pollué, on le modifie. Alors, bon, là, je ne sais pas si... Ça va être... Est-ce que tu veux présenter ce que tu vas présenter? Ouais, en fait, j'ai essayé, ce que j'avais un petit peu annoncé, c'est que j'allais présenter un petit peu la naissance, enfin le temps de l'arrivée de la mise en scène. Voilà, c'était un petit peu ça, et donc juste faire quelques échos au théâtre. Le théâtre a quand même une histoire à peu près de 25 siècles, donc c'est énorme. Donc du coup, voilà, je voulais juste faire 2-3 appuis. Peut-être que je vais vous donner juste le début là, pas des 25 siècles, mais juste 2-3 points pour arriver à Antoine. 10 siècles. Non. 10 siècles d'un seul coup.
Et puis, en fait, là, dans le travail qui m'a amené jusque là aujourd'hui, je suis arrivé à Bertolt Brecht. Et je ne suis pas encore arrivé à notre période, on va dire, contemporaine, enfin, et puis le théâtre de l'absurde aussi qui nourrit tout ça, Ionesco. Parce qu'après Brecht, il y a quelque chose. Après Brecht, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je n'ai plus été au théâtre. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve aussi des citations. Par exemple, une citation de Chéreau. Enfin, Chéreau avait dit par rapport au cinéma. Là, c'est beaucoup. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont jouées en termes de forme, justement, de conflits forts sur les formes de représentation entre le cinéma, l'arrivée du cinéma et le théâtre. Et c'est Chéreau qui avait dit il y a quelques années de ça maintenant, le théâtre n'a plus rien à faire avec par rapport au cinéma. Enfin, voilà, donc ça c'est tout ça. Et on avait évidemment un siècle auparavant pratiquement ce même enjeu. C'est à l'arrivée du cinéma, le cinéma arrivant, est arrivé à bousculer complètement tout le courant naturaliste du théâtre. Je vais revenir, c'est là où on voit apparaître la mise en scène. Et je trouve ça assez drôle, la relativité du temps. Hein. C'est-à-dire que du coup, on a à un siècle près pratiquement la même position. La même position là, de Chéreau et d'autres de gens de théâtre de cette époque-là qui étaient confrontés à cette forme. C'est pour juste relativiser la question de temps, on en parlait tout à l'heure à la pause, mais que du coup les questions de forme se jouent dans une manière complètement étirée. Et on verra aussi chez Brecht que la question des projections, d'avoir des informations complètement éclatées, c'est pas nouveau. D'éclater le récit, etc. Enfin voilà, je veux dire, voilà. Après, il y a dedans tout ça. C'est une histoire quand même qui reste quand même assez complexe, puisqu'il y a des courants, des contre-courants, des opposants, enfin, voilà, etc. Donc du coup, il y a des formes multiples. Je vais essayer un petit peu d'en arriver là. Voilà, je joue un peu comme ça. Donc du coup, évidemment, on a un héritage du théâtre grec antique, hein, qui lui est basé effectivement sur la réflexion sur les grands thèmes civiques, hein, donc le théâtre de la cité responsable, on va dire ça comme ça, c'est qui se réunit, la cité qui se réunit, et voilà. Alors après là-dessus, je vais relativiser aussi les informations et ce qu'on a, puisque ce qui a résisté au temps, parce qu'il n'en reste pas grand-chose au bout du compte. Voilà, il y a quelques auteurs de référence, Eschyle, enfin voilà, je vais pas... J'ai noté un truc qui s'est passé au Moyen-Âge et qui me semble assez intéressant, là justement, sur les questions de comment, d'une manière ou d'une autre, des formes de pouvoir récupèrent des choses. Et on voit du 10e au 15e siècle, donc l'Église offre à la population des fêtes spectacles, hein, donc, et qui représentent la vie des saints. Donc c'est les miracles, et on voit ça. Donc ça passe, les représentations passent du cœur des églises au parvis puis à la rue, petit à petit. Des miracles, on passe au mystère. Voilà, on nomme maintenant ça des mystères. Et là, c'est la représentation de l'homme entre l'enfer et le paradis. Hein. Et ça, on voit ça sur les parvis. Oui, voilà. Enfin, là, il y a aussi le purgatoire. Hein, mais donc après, voilà, c'est l'enfer on commence à avoir l'homme là-dedans. Il n'y a plus les saints. Hein, voilà. Et puis il y a la Renaissance. Alors là, la Renaissance. Voilà, c'est là où on commence à avoir véritablement une professionnalisation des comédiens, des gens qui commencent à se rendre compte qu'ils vont pouvoir monnayer leur talent. Et du coup, il y a tout un système économique qui commence à se mettre en place autour des représentations, et donc les lieux se font de plus en plus petits et fermés, puisque avant on représentait les choses un peu dehors dans la rue, etc. Et là on ferme, on commence à fermer, et on commence à fabriquer des publics et à s'occuper plutôt des questions de recettes et de survie de tout ça, et ce qui donne un théâtre, le théâtre bourgeois. Et tout est un peu axé. On a là, enfin,
voilà, les comédiens sont pas très au courant de ce qu'ils vont jouer. Enfin, c'est plus, ils vont toujours se démerder pour être avec des acolytes moins bons qu'eux, etc., etc. Enfin, voilà, le truc, le système un petit peu d'entre-soi et qui entretient un public bourgeois. Et du coup, ce théâtre, donc on arrive après à la fin du 19e, cette tendance de théâtre bourgeois qui ignore le naturalisme dans le roman. Tous ces courants-là, le théâtre ignore tout ce qui se passe en dehors. Le symbolisme dans la poésie et l'impressionnisme dans la peinture. Voilà. Je donne ces trois courants-là parce que c'est important, parce qu'après, c'est là où, avec le metteur en scène, entre guillemets, le sauveur. Je peux te comprendre. Et ben là, il va y avoir des courants qui vont se mettre en place, notamment. Alors, le premier metteur en scène, enfin nommé en tant que tel, c'était André Antoine, 1858-1943. Et puis après, il va y avoir le cartel, tout ça, etc. Mais là, peut-être que je suis pas sûr d'engager tout le truc parce qu'il faudrait non, vraiment je pense que ça va être très dommage. Il faudrait que je puisse, parce que ça va se ramifier et je vais être dans tous ces courants-là. Très dommage. Non, je crois quand même qu'il y a un truc qu'on avait dit depuis le début par rapport au théâtre, comme par rapport à la danse. Bon, il y a les dressages des corps, certes, mais il y a la question du public, qui est une question très importante, qui est en parallèle avec l'émergence des metteurs en scène, qui est comment les spectacles, d'abord, c'est pas un spectacle, hein, comment ce qu'on appelle les théâtres primitifs, je ne sais pas comment appeler ça, sacrés, se joue pour la divinité. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Si vous allez dans le nord-ouest de l'Argentine, au nord du Chili, en Bolivie, vous voyez les Indiens Coya, Aymara, comme ça, qui pendant toute l'année préparent une ou deux fêtes comme ça fondamentales. Ils marchent pendant des kilomètres et kilomètres dans la... Tu me piques mon sac. C'est pas aussi propre. Non, mais pique le sac. Et ils marchent comme ça dans la cordillère et arrivent quelque part et sans absolument aucun, entre guillemets, public, ils vont jouer des choses que nous, on appellerait des scènes, n'est-ce pas, qui sont très codifiées, il n'y a pas de grandes inventivité là-dedans, et après ils reviennent. Non ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là ? Ces gens-là, ils sont, entre guillemets, fait une mise en scène qui est un rituel qui correspond à, vous savez, c'est parallèle, disons parallèle, c'est un peu cette corrélation qui existe entre les rites et les rythmes, non ? Les rites culturels et les rythmes, que ce soit des rythmes biologiques ou écologiques ou comme ça, des planètes, hein, c'est-à-dire il y a une corrélation toujours très importante, que ça, quand on va travailler sur la décomposition, un peu la dislocation postmoderne, c'est important de voir ça, comment il y a une rupture entre des faux rituels, justement les totems Nike, non, c'est-à-dire des faux rituels qui ne correspondent plus à des rythmes, non, mais avec une hypothèse étant qu'il n'y a pas de rythme en fait, qu'il n'y a que des rites qu'on invente. Bon. Et alors, effectivement, ces gens-là, quand ils vont, et vous savez vraiment, vous pouvez, si vous êtes ami d'une famille Aymara, vous pouvez les demander de les suivre quand ils vont faire leur rituel. Mais il n'est absolument pas question, dès que par exemple un quart des touristes japonais, vous voyez, les accompagne et les photographie, il n'est absolument pas question. Non ? Et donc, face à qui, pour dire comme ça, face à qui il joue les rites ? Il ne les joue pas face à quelconque, mais face à la divinité, quoi. Hein, c'est-à-dire une divinité qui n'est pas à l'extérieur, qui est une divinité qui les traverse, qui est une ordre, la montagne, les condors, les lamas, n'est-ce pas ? Donc, il y a une mise en scène, pour le dire avec nos mots, il y a une mise en scène qui s'adresse à la divinité, pour le dire comme ça. Hein ?
Et après, c'est que, effectivement, Nicolas va développer ce qu'il est là. Tout à coup, quand apparaît la modernité, apparaît l'homme comme sujet en désacralisant les cieux pour mieux sacraliser l'homme, le public est l'homme. Hein? Alors on va jouer devant un public. Et la grosse question aujourd'hui, mais vraiment la grosse question, devant qui les rituels postmodernes se jouent. Et à vrai dire, les rituels postmodernes ne se jouent devant personne. Ils sont un segment d'un combinatoire technique-économique. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, Gould s'appelait le mec qui avait fait les grands trucs. Oui, Gould, quand il fait ces grands trucs, Champs-Élysées, etc., effectivement, c'est-à-dire, qui pouvait voir ça? Personne ne pouvait voir ça de ceux qui participaient, parce qu'ils étaient des éléments. Mais alors on dirait, bon, ils jouent pour la caméra, d'accord, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les téléspectateurs, et encore plus les mecs qui est devant Internet, n'est pas un homme de l'humanisme qui regarde. Il est lui-même déjà disloqué avec des mécanismes qui s'articulent avec la combinatoire technique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une hybridation que je présente comme ça rapidement, on a plusieurs fois esquissé, mais bon, on va la développer quand on va venir à la postmodernité. Mais c'est important ça, hein, c'est-à-dire pour qui on le fait, voilà, pour ne pas dire devant qui, mais pour qui on fait. Et j'ai juste un extrait, un texte de Brecht là-dessus, très court, et qui donne du coup, et je pense que c'est vraiment... au théâtre, nos images de la vie sociale, nous les faisons pour les rectificateurs de fleuves, les pépiniéristes, les constructeurs de moteurs et les transformateurs de la société que nous convions chez nous, les invitons à ne pas oublier leur joyeux intérêt dans notre maison. Car nous voulons livrer le monde à leur esprit et à leur cœur afin qu'ils le changent selon leur gré. Il n'y a que les hommes qui soient efficaces là où il y a des hommes. Voilà, c'est Brecht qui pose ça à ce moment-là. Le théâtre pour l'homme. Voilà, le théâtre pour l'homme. Oui. Écoute, moi, je ne sais pas comment dire ça, mais je continue à m'interroger sur la question de méthodologie. Là, je ne suis pas dans le théâtre du tout. Hein. Je suis un petit peu dans le concept du laboratoire, un espace en plein milieu du néolibéralisme, la société qui nous entoure, etc. C'est l'image que j'utilisais de la baleine, hein, que j'utilisais, on est tous dans le ventre de la baleine. On n'y voit que dalle parce qu'il y a très peu de lumière. Par contre, on croise plein de choses, plein d'objets, plein de possibles. Mais dans la mesure où on ne croit plus à rien, puisqu'on a été avalé, on est là en inertie quelque part. Bon, tout à l'heure, je retrouve un petit peu, rien que dans l'échange là, où chacun dit ce qu'il pense, chacun dit sa vérité, sa pensée, mais au fond, on a du mal à s'articuler collectivement. On a du mal à échanger collectivement. Même, et là, je réinterroge la méthodologie, c'est-à-dire que, bon, moi j'ai trouvé vachement intéressant ce qu'a présenté Marie, comme j'ai trouvé vachement intéressant ce qu'ont présenté les autres personnes qui sont intervenues auparavant, mais il n'empêche qu'on est dans un schéma encore très archi-classique et qui ne peut pas proposer une alternative au modèle tel qu'il fonctionne. Parce que là, en fait, on écoute Marie qui a bossé pendant des heures certainement pour préparer ce qu'elle nous a présenté. On va t'écouter la prochaine fois sur un truc que tu as bossé aussi pendant quelques temps. Bon, après, Miguel, on t'écoute parce que bon, tu as bossé depuis des années. Bon, enfin voilà, toi, tu as une longue expérience. Mais on a du mal à s'articuler, on a du mal à communiquer, on a du mal à réfléchir ensemble. Et ça m'embête. Non, mais tu as raison, Pedro, de dire ça. C'est ce que j'ai essayé d'aborder aussi au départ. Hein. Et là, bon, voilà, on finit, on aborde ça, mais l'idée ici, qui était l'idée d'Agnès, Céline et Nicolas au départ, hein, c'était de reprendre quelque chose qui était une pratique pour eux artistique, effectivement une pratique de recherche, qui est de dire, effectivement, comment nous pouvons essayer de créer un laboratoire qui travaille ces questions-là
avec ce double intérêt d'agir et complexité, donc une compréhension de la complexité, une compréhension de l'agir, et avec une position, disons, philosophique, pour ne pas dire idéologique, claire, qui est quand même les tangentes de résistance, et voilà. Et là-dedans, je suis absolument opposé, tu vois, par exemple, aux formes un tout petit peu démocratistes. Tu vois, j'ai dû arrêter un travail que je faisais dans le 10e arrondissement de Paris, à la République, qui était un quartier très intéressant, un travail de quartier très très intéressant, parce que les gens ils se sont dit, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui expose quoi que ce soit, on se met ensemble et on parle. Chose qui était tout à fait capturée par le néolibéralisme, parce qu'il décrivait une sorte de système multi-agent d'où la vérité allait émerger. Et effectivement, toujours en effaçant la diachronie, en effaçant l'histoire, l'expérience qui est transmissible. Alors nous, on dit, on a envie de faire un laboratoire qui recherche là-dessus, qui travaille là-dessus. Ces laboratoires-là, il n'a pas pour vocation, c'est ce que je disais tout à l'heure, de donner à un public, de se donner à un public, se montrer un public en train de travailler. C'est pour ça qu'on dit, voilà, un public restreint, il y a 10 personnes un peu qui manquent ici, qui vont, qui viennent, avec lesquelles on dit, mais c'est pas plus que 10 personnes de plus. Bon. Alors on dit, la compagnie de théâtre et la compagnie, plus 2-3 personnes, travaillent à laboratoire, vraiment. On dit, bon, mais comment on peut comprendre la question des formes, époques, résistance? Et il y a ces groupes d'amis, comme ça, que ça s'intéresse au sujet, que nous voulons voir comment petit à petit, par rapport à l'expérience de chacun, peut s'incorporer à ce travail-là. Alors, la réunion intermédiaire à convocation, petit à petit, permettre de transposer ça d'une façon plus horizontale, non, pour permettre qu'émergent des participations. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est que nous sommes prudents, c'est-à-dire nous ne croyons pas aux tables rases, c'est-à-dire nous cherchons des formes plus participatives, donc on ne cherche pas les grands publics. Bon, effectivement, on a une préoccupation très grande dès la production, c'est pour ça les DVD, les bouquins, l'Internet, on a envie, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les travaux extérieurement. Alors on veut produire autre chose, mais par rapport aux gens qui sont ici, comme par rapport aux gens qui peuvent nous contacter, voilà, je te dis, on est prudent, c'est-à-dire on garde une forme entre deux, dans lesquels des gens qui vraiment font un travail, qui doivent garantir un travail. Et tu vois, bon, voilà, Marie, elle garantit un travail. Elle dit, voilà, aujourd'hui, je vais raconter des trucs sur les costumes et les autres. La question, c'est dans les groupes intermédiaires, il y a des gens qui peut-être connaissent autant ou plus que Marie, dans tous les cas, certaines choses, alors ils interviennent. Mais que l'idée, c'est qu'après, les gens qui ont été motivés par ça disent, mais moi je vais faire un exposé là-dessus, je vais participer là-dessus aussi. Parce que l'objectif final pour nous, c'est vraiment à travers la question esthétique, mais esthétique dans le sens de l'esthétique comme Kant le présente, pas esthétisme, non? Qu'à travers l'esthétique, on arrive à visualiser les formes de singularité résistantes nouvelles. Bon. Alors, on est dans un entre-deux. On n'est ni dans une forme démocratiste comme ça, qui à mon avis est très capturée par la postmodernité, tu vois, c'est-à-dire il ne faut pas des sachants. Bien entendu, il faut des gens qui savent des choses, qui sachent des choses. Moi, je pense que justement l'idée qu'il y a des systèmes multi-agents horizontaux et tout ce qui est de plus anti-organique, parce qu'un organisme a des hiérarchies, a des structures. Alors, que cette hiérarchie soit démocratique, ça, c'est ce qu'on souhaite tous. Mais on a trouvé cette forme qui est une forme bancale, mais qui est ouverte qu'on trouve ensemble. Mais vous voyez, c'est-à-dire l'idée, c'est, si on veut arriver à faire la recherche, il faut qu'il y ait un groupe, que ces groupes-là, ils doivent faire la recherche. Et des gens vous qui venez, et des gens qui par Internet suivent et qui ont envie parfois de participer, je ne sais pas quoi, qui s'incorporent.
voyez. Mais l'idée, c'est qu'on a très très peur des trucs postmodernes, un peu happening, dans lesquels on tombe vite fait, justement, chacun sa vérité. Nous, on dit non, il n'y a pas chacun sa vérité. Il y a des recherches qu'on expose avec des hypothèses, qu'on travaille. Tu vois, ici, on est sur des hypothèses. L'hypothèse, c'est qu'il y a une organicité, que le monde n'est pas un bordel, etc., qu'il y a une organicité, qu'on doit chercher des mécanismes de régulation. À partir de ces hypothèses-là, vous et les gens qui nous suivent, et je sais pas quoi, vous êtes tous invités à participer, mais on veut qu'il y ait un travail dans lequel on dit de la façon la plus classique possible, il faut une masse critique de gens qui se cassent le cul pour mener la recherche en avant. C'est-à-dire qu'il faut le faire, ça il faut le faire. Sinon, on voit souvent, moi j'ai une longue expérience dans des quartiers ici, au Brésil, en Amérique du Sud, des travaux dans lesquels, au nom de pas de hiérarchie, on tombe dans les pires des pièges postmodernes, qui est pas de hiérarchie, donc rien. Non. Alors, je pense qu'il faut inventer, mais surtout ce qu'il faut, c'est participer. Je crois qu'il faut surtout participer. Oui, au fond, je trouve ça très bien, très beau. Mais il y a un terme qui est tombé, peut-être problème linguistique aussi, qui me fait voir un trou infernal. Et vous avez deux fois parlé de résistance. Et vous avez même dit un terme philosophique comparable idéologique. On n'est pas dire idéologie. Pour moi, idéologie, ça signifie autre chose. Mais c'était par rapport au terme résistance. Mais bon, le mot résistance, déjà, ça me fait penser, vu tout ce que j'ai rencontré, vu, etc., à une lutte. Et quand je rencontre quelqu'un, un homme, qui me parle de sa vie comme une lutte pour le bien, etc., ma réponse est normalement, j'espère que ta femme ne s'appelle pas Lysistrata. Donc là, je trouve que ce n'est pas une vie bien menée qui consiste en une lutte. Et moi, je pense que la réponse que je peux vous donner, d'abord, je pense quand même qu'il n'y a pas des hommes qui ont une vie de lutte. Parce que ça fait des grands hommes et des grandes femmes et des petits hommes et des petites femmes. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles il y a des mouvements de résistance à ce qui menace la vie. Non? Mais limité. C'est toujours pas éphémère. Toute la vie. Ça, c'est une question de vocation, mais c'est éphémère. Et moi, je pense que personne est un libérateur ou un résistant à vie. Il n'y a que des actes de résistance qui s'agencent situationnellement. Oui, ça c'est autre chose. Bon. Alors, effectivement, ici, il n'y a pas de libérateurs ou de résistants qui demandent d'être suivis. Non. Simplement, il y a un constat. Il y a un constat qui est un constat, disons, objectif, que des grands capitalistes à Davos jusqu'au dernier Pecno, on est tous d'accord, la vie est menacée. Il y a quelque chose qui menace la vie aujourd'hui. La vie, la pensée est menacée. Bon. Alors donc, quand la vie et la pensée est menacée, la pire chose à faire, c'est appeler des grands libérateurs. La question, c'est comment est-ce qu'on peut développer des situations de résistance comme manifestation de la vie. Non? Comme manifestation de la vie. La vie résiste à travers des hommes, des femmes, des situations, des lieux. Non? Et donc l'idée de résistance, c'est parce que justement, il n'y a pas de libérateurs. Moi, par exemple, j'exècre des philosophes, pas personnellement, mais comme pour ce qu'ils disent, comme Alain Badiou ou Tony Negri, qu'ils ont une idée de comment le monde doit être. Moi, je pense que la lutte, effectivement, la résistance, la création, non, elle est toujours en réponse à une nécessité situationnelle. Non? C'est-à-dire que je ne lutte pas pour que le monde ressemble à ce que je veux. Comme
les défis de l'époque passent par là. Vivre signifie relever ces défis-là. Alors, la résistance ne veut pas dire avoir une idée stalinienne horrible de comment le monde doit être, mais au contraire, comprendre que l'histoire se développe avec des défis, ce sont les défis qui créent l'époque, et qu'être un homme, une femme, signifie assumer ces défis-là. Et alors, il n'y a pas de carnet de résistants. Ça, c'est une horreur. En Amérique latine, on voit tous ceux qui ont participé à la lutte contre la dictature. Aujourd'hui, il faut le dire, mais dégage, parce qu'ils croient que parce qu'ils ont participé à la lutte contre la dictature, ils ont un carnet de résistants. N'est-ce pas? Or, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut redonner. Et la donne, c'est refait à chaque moment. Mais il y a des situations, et dans ces situations-là, on s'agence dans des désirs de résistance, non? Mais à vrai dire, les problèmes de la vie ne sont pas ce qui dérange la vie. C'est ce qui marque par où passe les déploiements de la vie. Oui, mais Miguel, tout le monde oublie quand même que l'être humain reste l'être humain, qu'on le veuille ou pas. Et que si l'Afrique du Sud, il n'y avait pas eu quelqu'un qui s'appelait Nelson Mandela, qui avait passé 27 ans en prison, sans renier de ses convictions les plus profondes. Lui, il a joué son rôle. Mais le rôle de Nelson Mandela est un rôle dans un ensemble qui est ni plus grand ni moins grand que des Bamboula qui a été pendant 2 jours résistant, ils l'ont massacré. Tu vois, là j'étais au Chili, j'ai relu le procès de Jean Jaurès. Tu vois, là c'était l'anniversaire cette année de... Excusez-moi, je suis désolée, il faut que je... Oui, d'accord. C'était l'assassinat de Jaurès. C'est quand tu relis le procès de l'assassin de Jaurès, tu t'aperçois que Jaurès, de son vivant, il emmerdait tout le monde, il faisait chier tout le monde, oui. Même ses camarades. Oui. Et donc en fait, quand il y a eu le procès, même ses camarades, si tu veux, ont été dans une position qui a permis... C'est bon le vendredi à Paris, non? Oui, on a fixé les rendez-vous. Bon, d'accord. Oui, il faut qu'on voit comment on passe. Je suis absolument désolée, j'aurais beaucoup aimé rester encore un spectacle à 19h30. Oui, il va falloir... Non mais vas-y, c'est fini. Oui. Non mais tu vois, on reste des humains, quoi. Tu vois, on n'est pas des dieux. Même si le système néolibéral nous fait croire qu'on est des semi-dieux ou des dieux, parce que... Excusez-moi, il y a un truc que je connais. Non, je sais, mais il y a un truc, il me semble quand même qu'il y a un truc qui est pris dans les deux sens, et là qui me semble pas forcément très clair, et qui est soit on attend, on dit, voilà, on attend l'homme providentiel résistant, etc., le Messie, et en même temps, on dit, pour moi, il y a quelque chose... C'est un sujet qu'on peut, effectivement, les rôles des personnages, pour le parler de façon moins passionnée, parce que quand on parle de Jean Jaurès ou de Mandela, on est toujours dans la passion, et le problème de la politique, c'est que c'est un peu comme le football. Bon, parlons en science, tu vois. Moi, je ne peux pas nier qu'Einstein, c'est pas pareil que Dupont, c'est vrai. Tu vois. Simplement, si tu veux, je pense qu'Einstein, c'est le nom d'un moment où des milliers de Dupont plus une époque s'agencent. Ça n'est ni rien à la singularité d'Einstein, mais Einstein... C'est les staliniens qui disaient ça. Je te rappelle que c'est les staliniens qui disaient ça. Non, mais si les staliniens disaient passe-moi le sel, moi ça ne me gêne pas de dire passe-moi le sel. Moi, ce que je t'explique, c'est là, concrètement, que... Non, il me semble quand même qu'il y a il y a quelque chose à travailler qui est l'articulation entre la singularité du nom d'une personne et le processus auquel... Non, madame voulait... Oui, est-ce que j'ai le droit de dire mon mot? Absolument. Ah oui, tout à fait. Bon. C'est au sujet de la baleine, du ventre de la baleine. On est tous dans le ventre de la baleine. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu une baleine avec un ventre transparent, ou du moins des haut-parleurs, où on entend parler du reste? Parce que moi, ce matin, j'ai entendu dire qu'en Allemagne et en Russie, ils sont décidés à supprimer toutes les centrales nucléaires
là-dessus, il disait, nous sommes des gens intelligents, nous réagissons avec intelligence, nous, les centrales nucléaires, on les conserve. Bon, eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais il y a quand même eu les centrales nucléaires du Japon, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a aussi tous les enfants qui naissent au Japon maintenant avec des malformations, etc., etc. Enfin, tout ça, je ne sais pas, est-ce que ça traverse les parois de la baleine? Je n'en sais rien. Mais on pourrait peut-être s'y intéresser quand même. Et faire quoi? Non, dans tous les cas, c'est sûr que ça traverse les parois de la baleine, la radiation. Bon. Ah, ça oui. Et même 10 cm de plomb ne suffisent pas à protéger un abri anti-atomique. Moi, j'ai appris ça dans les années 50, mais maintenant, on n'en parle plus. Bon, écoutez, on continue. Bon, il y a les groupes intermédiaires, on continue la prochaine fois avec Nicolas. Faut arriver à l'heure.